Bienvenue sur ce résumé de Comment connaître une personne. L'art de voir les autres en profondeur et d'être vu en profondeur de David Brooks. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Personne n'est un livre ouvert. Combien de fois les gens sont-ils profondément impliqués dans votre histoire, vous demandent-ils plus de détails et terminent-ils vos phrases? En d'autres termes, à quelle fréquence vous sentez-vous compris? Si la réponse est souvent, vous avez de la chance. Cependant, rien ne s'oppose à ce que vous vous sentiez compris de temps en temps ou rarement. En fait, il s'agit d'une situation typique. Selon une étude récente, 54% des Américains ont l'impression que les autres ne les comprennent pas. Pourquoi cela se produit-il? Les raisons diffèrent, mais au cœur du problème se trouve la surestimation de ses capacités de communication. Prenez, par exemple, l'expérience d'un éminent chercheur, William Hicks. Après une discussion entre des inconnus, il a vérifié ce qu'ils en avaient correctement compris. Il s'est avéré qu'ils avaient compris 20% du contenu du dialogue. Il est choquant de constater que lorsqu'il a fait le même test avec des familles, les résultats n'ont pas été bien meilleurs, seulement 35%. Chaque personne est un mystère que nous pouvons percer. Est-il possible de mettre fin à une épidémie de malentendus? Bien sûr, et la solution est de réaliser que les compétences sociales ne sont pas innées. Les individus doivent les perfectionner consciemment. Lisez ce résumé pour découvrir des astuces qui vous aideront à gérer avec succès les conversations difficiles et à devenir la personne avec laquelle tout le monde veut parler. Point clé 2. Caractéristiques pour des conversations mémorables. À quoi ressemblent les communicateurs idéaux? Racontent-ils des blagues qui font rire tout le monde ou offrent-ils des points de vue pleins d'esprit sur différents sujets? Même si ces personnes attirent l'attention sur elles ne peuvent surpasser les illuminateurs qui excellent dans un échange bilatéral, en écoutant vraiment et en posant d'excellentes questions. Tout le monde autour d'eux se sent visible et valorisé. Les dirigeants de Bell Labs peuvent le confirmer. Un jour, ils ont remarqué que certains de leurs scientifiques réussissaient mieux que d'autres, alors qu'ils avaient une carrière et une formation similaires. Les cadres ont observé leur routine de travail et ont découvert un détail curieux qui unissait les chercheurs innovants. Ils dînaient tous régulièrement avec un ingénieur. Véritable illuminateur, ce dernier aidait les scientifiques à clarifier leurs idées et les incitait à être plus confiants. Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous sommes. Anaïs Nin, auteur. Quels sont les principaux conseils à donner pour devenir illuminateur? Respectez les autres. Ce sentiment ne peut être simulé. C'est pourquoi le cultiver requiert une attitude particulière, et pas seulement des compétences. Nous devons prendre pleinement conscience du caractère unique de chaque personne et de la diversité de ses capacités et de ses expériences. Lorsque nous considérons les autres comme meilleurs que nous à certains égards, nous les regardons naturellement avec respect. Se concentrer sur le point de vue, pas sur la situation. Chacun voit le monde différemment. Ce que l'un perçoit comme une simple erreur, l'autre le considère comme une honte. La tâche de l'auditeur est donc d'être patient et de comprendre ce qui rend l'événement crucial. Être curieux, il peut être difficile de poser des questions si l'on n'est pas intéressé par le sujet. Dès lors, comment favoriser un esprit curieux? Voici une recette de l'auteur britannique Zadie Smith. Enfant, elle visitait régulièrement les maisons de ses amis et se demandait quelles croyances, habitudes et traits de caractère elle aurait si elle y avait grandi. Voir au-delà des étiquettes. Lorsque le docteur Ludwig Guttmann a commencé à travailler dans un hôpital britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats blessés étaient maintenus passifs à l'aide de sédatifs. Il a décidé de changer les choses en réduisant le nombre de pilules et en lançant une balle à ses patients pour les inciter à bouger. Guttmann a été le premier à voir le meilleur de l'homme chez les soldats, et pas seulement les voir comme des patients. Les compétitions qu'il a initiées dans cet hôpital ont plus tard inspiré les Jeux paralympiques. Le plus grand art consiste à guider les autres vers la réponse, et non à la leur servir sur un plateau d'argent. Point clé 3. La formule de l'empathie.
Comment pouvons-nous devenir des illuminateurs? La clé est d'entraîner nos capacités d'empathie qui comprennent 3 éléments essentiels. Identifier ses émotions. Déduire la cause de ses sentiments. Se préoccuper des autres. Dans ce dernier cas, il est essentiel de se concentrer sur les besoins des autres. Prenons l'exemple d'un remerciement pour un cadeau. Au lieu d'expliquer comment nous allons utiliser les cadeaux, nous pouvons nous concentrer sur la gentillesse de la personne de s'être souvenu de nos hobbies ou de nos préférences. La définition du soutien dépend de la personne. Certains ont besoin de mots gentils, tandis que d'autres attendent des actes. Brooks propose quelques moyens d'améliorer les capacités d'empathie. Observer. En se concentrant sur les gestes et les intonations des autres, on devient plus apte à reconnaître ces signes. Lire. La lecture nous permet d'entrer métaphoriquement dans l'esprit d'une personne et d'en apprendre davantage sur ses sentiments, ses croyances et ses modèles défensifs. Cependant, tous les livres n'ont pas la même efficacité à cet égard. Par exemple, les mémoires ou les histoires avec des personnages complexes nous aideront davantage que les thrillers ou d'autres genres qui se concentrent sur l'intrigue. Apprendre à reconnaître les émotions. Différencier les sentiments peut être plus compliqué qu'il n'y paraît. L'application de certaines classifications, comme celle de Marc Brackett, simplifiera donc ce processus. Un autre moyen essentiel d'améliorer les compétences en matière d'empathie consiste à examiner les tâches de vie auxquelles les individus sont confrontés afin de découvrir leurs motivations et leurs objectifs. En voici quelques-unes. La tâche impériale, s'affirmer. Montrer ce dont nous sommes capables et impressionner les autres devient une priorité absolue. Les personnes qui poursuivent cet objectif peuvent être égocentriques et considérer le monde comme une compétition où le gagnant remporte tout. La tâche interpersonnelle, elle consiste à trouver sa tribu et à s'y intégrer. Dans ce cas, les personnes se décrivent à travers leurs relations avec les autres et dépendent fortement de la validation externe. La consolidation de carrière. L'objectif principal est de maîtriser un domaine spécifique. Les personnes deviennent plus individualistes et sont prêtes à aller à contre-courant pour défendre leurs intérêts. La tâche générative. Cette tâche consiste à aider le monde et à guider les autres en tant que parents ou leaders. Le saviez-vous? Le miroir est essentiel à l'empathie. Ainsi, les injections de Botox dans le front, qui empêchent les gens de froncer les sourcils, peuvent nuire à la capacité de reconnaître certains sentiments, comme l'inquiétude. Point clé 4. Ce qu'il faut faire et ne pas faire en matière de communication. L'empathie est la base, mais pour construire une bonne conversation, nous devons également connaître certains principes. L'attention est une ressource limitée. La vitesse moyenne d'élocution étant élevée, nous devons nous concentrer entièrement sur le message de quelqu'un pour le traiter. Par conséquent, nous ne pouvons pas écouter les autres et penser à nos événements passés ou futurs. De même, il est utile de faire une pause avant de répondre pour réfléchir à votre réponse. Si nous la formulons pendant que quelqu'un parle, ce qui est souvent le cas, nous risquons de manquer une partie essentielle de la conversation. Les sujets familiers sont les plus populaires. Bien que partager de nouvelles informations semble être une stratégie gagnante, cela n'engagera pas les autres autant que les questions auxquelles ils sont attachés. Nous devrions donc essayer de trouver quelque chose de crucial pour une personne dans n'importe quelle conversation. Par exemple, si quelqu'un porte un t-shirt avec le logo d'une équipe de football, une question à ce sujet sera un excellent moyen de briser la glace. La clarification est importante, mais la façon dont nous la faisons est vitale. De nombreux experts recommandent de répéter de temps en temps les idées d'un interlocuteur clé pour s'assurer que nous comprenons bien son point de vue. Cependant, il est essentiel d'éviter de trop répéter. Par exemple, nous pouvons résumer le passage du discours ou vérifier 2 fois si nous avons bien saisi l'attitude de l'interlocuteur à l'égard de l'événement. Les individus ont besoin de signes d'écoute. Hochez la tête, penchez-vous vers l'avant et faites des commentaires, ce qui est essentiel pour un dialogue fluide et approfondi. Parler de nos expériences similaires n'est pas toujours bénéfique. Cela peut sembler soutenir un dialogue, mais c'est plus souvent un moyen de détourner l'attention sur nous-mêmes. Chaque situation est unique et nous devons la traiter en conséquence. Une autre compétence essentielle consiste à poser les bonnes questions.
Qui sont les moteurs du dialogue? Comment choisir les bonnes questions? Optez pour une attitude humble et non supérieure. Au lieu de demander «D'où venez-vous?», ce qui ressemble un peu à un interrogatoire, nous pouvons commencer par «Parlez-moi de...». Évitez les questions fermées. Elles limitent les choix des personnes et délimitent la réponse. Par exemple, la question «Vous sentez-vous moins inquiet aujourd'hui?», réduit toute la gamme des émotions à une seule. Il est donc préférable de commencer les questions par «Comment?». Évitez les formules vagues. Les questions comme «Quoi de neuf?», permet de discuter de nombreux sujets et cet éventail de réponses potentielles risque de submerger vos interlocuteurs et de les décourager de s'exprimer. En revanche, vous pouvez utiliser des phrases telles que «Qu'est-ce que ça fait?» ou «De quelle manière?». Évitez d'adopter un état d'esprit statique et mettez constamment à jour vos opinions sur les autres. Point clé 5, facilitez les discussions difficiles. Les différents points de vue sur le monde font des disputes un élément naturel de la communication. Ainsi, au lieu de les éviter, nous devrions apprendre à les gérer correctement. La première étape consiste à prendre en compte les contextes historiques et sociaux. Une discussion à laquelle David Brooks a participé illustre bien cette idée. L'un des participants, un scientifique, a mentionné la critique de la représentation exacte de l'histoire des Noirs américains dans les manuels scolaires comme un exemple de guerre culturelle. Brooks est d'accord avec cette définition. En même temps, il a décidé d'orienter la discussion vers ceux qui, selon lui, se trouvent au cœur de cette critique, les valeurs traditionnelles et progressistes. Mais le scientifique a protesté. Après coup, Brooks s'est rendu compte qu'il n'avait pas tenu compte de la stratification sociale dans cette conversation. L'égalité n'étant encore qu'un idéal, certains groupes sont plus influents, tandis que d'autres ne bénéficient pas de tels privilèges. En tant que journaliste d'un média d'élite, Brooks a semblé défendre le système qui lui a profité en changeant de sujet aussi rapidement. Cela pourrait irriter le scientifique qui s'est battu pour la justice sociale. Cette histoire illustre également un autre point crucial, l'existence de deux niveaux de dialogue. Le dialogue officiel comprend les mots et expressions utilisés par les gens. La communication réelle comprend l'échange émotionnel. Certaines phrases coïncident avec nos croyances et nos valeurs, ce qui favorise la sécurité, tandis que nous percevons celles qui les contredisent comme des menaces. Les individus peuvent avoir des significations différentes lorsqu'ils utilisent les mêmes mots. N'hésitez donc pas à clarifier ces interprétations personnelles. Parfois, les conversations deviennent trop émotionnelles. Que faire dans ce cas? Prendre conscience. Nous devrions faire une pause, prendre mentalement nos distances par rapport à l'argument et nous demander « Qu'est-ce qui nous a amenés à cette discussion animée ?» Utilisez la méthode du dédoublement. Il est crucial de clarifier nos intentions. Et l'un des meilleurs moyens est de dire d'abord ce que nous n'avions pas l'intention de faire, comme de diminuer le point de vue de quelqu'un. Ensuite, nous pouvons dire ce que nous voulons obtenir. Trouver un point d'accord. Se concentrer sur un objectif commun, comme l'analyse des guerres culturelles ou la justice, permet de revenir à un dialogue constructif. Reconsidérer le désaccord comme une opportunité de grandir. Nous pouvons renforcer nos relations en tirant des leçons des disputes. La personne qui se trouve plus bas que vous dans une structure de pouvoir a une plus grande conscience de la situation que vous. David Brooks. Point clé 6. Les répercussions d'un manque d'écoute. Se sentir profondément considéré est vital pour de nombreux aspects de la vie, et pas seulement pour les relations personnelles. Prenez, par exemple, l'engagement au travail, qui est étroitement lié au fait que les supérieurs apprécient ou ignorent leurs subordonnés. L'étude de Mark Brackett prouve que si les managers ont une intelligence émotionnelle élevée, leurs employés sont motivés la plupart du temps. Selon l'étude de 2021 McKinsey, la majorité des personnes changent d'emploi pour trouver un endroit où elles seront valorisées et non pas mieux payées. De plus, les compétences sociales ont un impact sur le fonctionnement de l'ensemble de la société. Examinons les données relatives aux États-Unis. Au cours des 30 dernières années, le nombre de personnes n'ayant pas d'amis proches a été multiplié par 4. Les jeunes adolescents constituent une catégorie particulièrement vulnérable.
61% d'entre eux font régulièrement l'expérience de la solitude. La mauvaise humeur n'est pas la seule conséquence de ces tendances. En raison d'un manque d'appréciation, les individus peuvent se renfermer et réagir de deux manières. Ils peuvent constamment douter d'eux-mêmes et manquer de confiance en eux. Ils peuvent devenir plus méfiants et considérer chaque désagrément comme une atteinte à leur dignité. En conséquence, ils sont facilement irrités et peuvent se donner beaucoup de mal pour prouver qu'ils ont raison. Par exemple, certains hôpitaux américains peinent à trouver des infirmières à cause de l'impolitesse des patients. De plus, une attitude méfiante est un terreau fertile pour les théories du complot et la perte de confiance sociale. Brooks remarque également la corrélation entre le fait de ne pas être considéré et la politisation de nombreux aspects. Il affirme que lorsque les individus se sentent ignorés, ils peuvent percevoir la politique comme un outil leur permettant de se faire entendre. Soutenir un parti offre également un sentiment d'appartenance, ce qui est un atout précieux, en particulier pour ceux qui se sentent seuls. Toutefois, il ne peut satisfaire le besoin d'appréciation et de soutien émotionnel. Comment pouvons-nous améliorer les compétences sociales au niveau national ? Brooks estime que la solution consiste à faire de la formation morale une partie intégrante de l'éducation. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Encourager la culture de l'entraide en diminuant l'égoïsme. Aider les adolescents à trouver leur but et à avoir une vie qui a du sens. Former à l'intelligence émotionnelle et aux compétences sociales pour favoriser des relations fortes et saines. Les écoles américaines ont dispensé un enseignement moral jusque dans les années 1940, époque à laquelle l'accent a été mis sur la préparation à la réussite professionnelle plutôt que sur la formation du caractère. Aujourd'hui, nous sommes tous confrontés aux résultats de cette innovation. La morale est plus que des règles abstraites. C'est le moyen d'avoir une vie vraiment épanouie. Conclusion du résumé. Lorsque nous pensons aux héros, beaucoup imaginent George Washington ou un protagoniste de Marvel. Ils sont disciplinés, confiants et calmes. Leurs émotions sont maîtrisées et refoulées. Cette image a longtemps dominé. Et si nous passions à un autre modèle ? Si nous avons besoin de héros classiques en cas de crise, l'acceptation et la reconnaissance qu'apportent les illuminateurs sont demandées au quotidien. Être respectueux, attentif aux autres et bienveillant est aussi essentiel qu'être audacieux, fort et intelligent. De plus, les relations jouant un rôle central dans notre satisfaction de vivre, les compétences qui nous permettent d'entendre les autres et d'être entendus devraient être notre priorité absolue. Ainsi, si vous cherchez un moyen de faire vos preuves, rappelez-vous que l'occasion d'un acte héroïque se présente chaque fois que vous rencontrez quelqu'un. Les illuminateurs sont les héros de notre temps. Essayez ce qui suit. Rappelez-vous quelques conversations récentes et posez des questions qui auraient pu les améliorer. Pendant que vous vous rendez au travail, essayez de déterminer ce que ressentent les personnes qui vous entourent. Lisez un roman pour en savoir plus sur les croyances et les points de vue des autres. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.